Merci à tous d'être venus ou d'être restés pour cette session. On va parler de Property-Based Testing, ou en français test par propriété. Je me présente, je m'appelle Benoît Priou, je travaille à Electra. C'est une société qui fabrique ce type de machine, qui permet de couper tout matériau souple dans le domaine de la mode, de l'automobile et de l'ameublement. Là-bas, je suis tech lead, donc je travaille dans des solutions cloud pour accompagner ces machines. D'ailleurs, on recrute en ce moment. Donc si vous voulez, vous pouvez passer me voir pour en discuter, ou tous mes collègues. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à mes collègues qui me regardent en live. À Electra, tout le monde regarde là, en ce moment. Donc si vous pouvez faire un petit peu de bruit juste pour le... Je sais pas si on l'entendra. Merci, c'est gentil. Alors, on va commencer. Donc moi, quand je fais des tests, je fais du TDD, donc développement piloté par les tests. Donc comme tout le monde le connaît, tout le monde fait du TDD, j'imagine. Donc on commence par faire un test qui est rouge. Ensuite, on essaie de faire le code minimal pour le rendre vert, puis on refactore un petit peu, puis ensuite on écrit un nouveau test rouge, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très bien. Et comment ça se passe par rapport au Property-Based Testing? Là, j'ai pris une petite image de Arnaud Lemaire qui explique comment ça s'intègre un peu tout ça. Donc le TDD, finalement, on est basé sur de l'observation. On va écrire des petits cas d'exemple, on prend un exemple, on écrit un test, avec des données bien précises qu'on a eues, puis ensuite on a un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Finalement, on est en train là de faire de l'observation. Et le Property-Based Testing, c'est juste donner à ce contexte d'observation, d'en déduire une vérité, une propriété, une généralité. Et c'est de pouvoir la tester, mais avec plus, finalement, de cas possibles que juste les petits tests qu'on avait écrits qui représentaient un sous-ensemble de tous les cas possibles qu'on pouvait avoir. Donc c'est ça le Property-Based Testing. Et le test par propriété, c'est vraiment de dire qu'on va exprimer ces propriétés et on va essayer de lancer une suite de tests sur ces propriétés avec un grand nombre d'entrées pour valider cette propriété. Alors les propriétés, on en parle aussi dans le monde mathématique, par exemple. Un truc très simple, l'ensemble des entiers naturels, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété qui dit que pour tout nombre dans cet ensemble, il est forcément supérieur ou égal à 0. Ça, c'est simple. Par exemple, une autre propriété, la concaténation de strings, qui est valable pour les strings. Donc on sait que la longueur de la concaténation de deux strings, c'est la somme de leur longueur. Donc maintenant, la question qui se pose, comment je vais trouver des propriétés dans mon code pour pouvoir justement faire des property-based testing? Le cas le plus simple, c'est d'utiliser notre contexte métier, parler à son product owner, à son expert métier, pour essayer de voir dans son domaine métier quelles sont les choses qui sont invariantes, qui ne changent pas. Quel que soit ce qui se passe en entrée, on a toujours ça. Par exemple, dans le domaine ferroviaire, par exemple, on peut dire toujours que dans un train, l'heure d'arrivée est toujours après l'heure de départ. C'est peut-être une banalité, mais c'est bien de vérifier que quel que soit ce qui se passe, c'est toujours vrai. Ou que, par exemple, que le nombre de personnes dans le train est toujours inférieur à la capacité. Bon, ça, c'est peut-être pas toujours vrai, il faut voir. Et sinon, il y a peut-être des techniques qu'on peut avoir pour justement trouver des propriétés. Il y a des techniques, par exemple, c'est tout ce qui ressemble à de l'aller-retour. Tout ce qui fait que si par exemple on sérialise, puis on désérialise, on doit obtenir la même chose. Il y a plein de cas comme ça où on pourrait tester qu'en appliquant un algo puis l'inverse, on retrouve bien l'objet de départ. Ça, c'est des propriétés. Autre cas, des choses qui ne changent pas, par exemple dans un algorithme de tri de liste, quelle que soit l'implémentation qu'on fait de cet algorithme, on sait qu'à la fin, la liste, elle a forcément la même taille, elle a forcément les mêmes éléments. Ça, c'est des propriétés aussi. Donc c'est bien de le tester, qu'il y a peut-être un cas où ça s'est pas mal passé. Dans ce cas-là, on pourra le détecter avec le Property-Based Testing. Autre possibilité, c'est aussi quand on a des algorithmes qui sont assez compliqués, mais finalement, le fait de vérifier qu'il est valable est très simple. Par exemple, trouver un chemin dans un labyrinthe, c'est facile de savoir qu'on a bien trouvé le bon chemin. Par contre, implémenter l'algorithme, c'est compliqué. Une propriété permet de faire que, justement, quel que soit l'algorithme qu'on a implémenté, on a bien validé notre propriété. Alors, qu'est-ce qu'un bon outil pour faire des property-based testing? Déjà, il faut que ce soit intégré à son runner de test habituel. Si on fait du TDD, c'est dans le même cycle de développement. On ne va pas utiliser un autre outil. Bien sûr, il faut que l'outil permette de générer des données aléatoires. Ce n'est pas notre métier de générer des données aléatoires, il faut s'appuyer sur un outil qui permet de le faire. Et ces données aléatoires, en fait, des fois, on a besoin de générer, pas forcément que des choses simples comme des entiers ou des strings, mais de pouvoir générer des objets métiers liés à notre domaine qui vont devenir des objets qu'on va utiliser dans les tests. Et aussi, notre outil nous permet de réduire les valeurs entrées possibles. Parce que des fois, ce n'est pas tous les entiers qui existent possibles, c'est peut-être que les entiers entre 0 et 1000. Donc, il faut qu'on puisse pouvoir limiter. Alors, dans les librairies qui existent, qui font du test par propriété, la plus connue, en fait, c'est plutôt l'origine de tout, c'est dans le monde Haskell, ça s'appelle QuickCheck, qui a peu mis en place ces techniques. Mais après, dans tous les langages, il y a eu une déclinaison, ScalaCheck, Kotlin ou autre. Et moi, je m'intéresse plus à Java, effectivement. Donc là, je sais que, par exemple, pour être intégré à Junit 4, on a une librairie qui s'appelle Junit QuickCheck, qui marche très bien. Et en Junit 5, c'est plutôt JQuick. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà. Et là, on va essayer de faire une démo en utilisant justement JQuick, en se basant sur le jeu du Molki.
Alors, jeu du mot key. Donc, je ne sais pas si vous connaissez rapidement les règles, mais c'est le fait d'un jeu de lancer de quilles. Et à chaque fois qu'on lance une quille, si on fait tomber, il y a 12 quilles. Si on fait tomber une seule quille, c'est la valeur de la quille. Si on fait tomber plus de quilles, c'est le nombre de quilles qui représentent le point. Donc on va imaginer qu'on va essayer d'appliquer, même si le domaine métier est simple, le property-based testing à cet exemple. Donc là, j'ai un code à gauche qui, pour l'instant, n'est pas implémenté. Je fais du TDD, donc j'ai juste le modèle qui est là. Et je vais commencer à dire, par exemple, si je fais tomber la quille numéro 5, le nombre de points doit être égal à 5. Donc là, je suis en mode TDD. J'ai des exemples. Je sais, par exemple, que c'est un cas que j'ai testé, que je sais qu'il faut que ça respecte, que mon code doit respecter. Donc là, je vais juste pouvoir implémenter ce cas. Donc là, on va dire que c'est là, je fais tomber la quille 5, que le nombre de points égale à 5. Très bien, ça c'est simple. Je lance mon test, je fais TDD. Donc il est rouge, très bien. Donc je vais faire le code minimal pour respecter, donc la méthode point qui est ici. Et puis là, je vais dire, si je fais le code qui me paraît, peut-être que si ça contient la quille 5, je retourne 5. Très bien. Je respecte la philosophie, je fais le code qui me paraît pour moi le plus simple. Je relance, cette fois-ci. C'est bon, mon test passe. Je fais un petit peu de refactoring pour un peu améliorer la lisibilité de tout ça. Pareil ici, hop, un peu d'import. Voilà. Maintenant, imaginons que je suis encore dans le mode observation. Je vais prendre, si je fais tomber la quille 8, je dois obtenir 8. On est d'accord. Donc là. Ok. Je relance ma suite de tests. Bien sûr, ça ne marche pas. Donc je fais le code le plus simple pour répondre. Ok. Donc vous voyez, voilà, très bien. Je relance, ça passe. Donc vous voyez un peu où je peux en venir, c'est que là je peux durer un petit peu 15 minutes encore à faire des choses avec les 12 quilles, mais c'est pas l'objectif en fait. Là on se rend compte qu'on est en train de faire de l'observation, et donc on va en déduire une propriété. La propriété c'est aussi la règle métier finalement de ce jeu, mais ici je vais pouvoir l'exprimer. Donc si j'ai un lancer avec une seule pin, une seule quille, je vais dire que les points, c'est la valeur de la quille. Donc la différence, c'est que là maintenant, je ne vais pas dire que c'est un test classique, je vais dire que c'est une propriété. Donc c'est là où je vais utiliser mon framework jQuick, ma librairie qui va me permettre de dire ça. Et la différence, c'est que lui, il apporte des choses qui vont dire que quelle que soit la quille, c'est lui qui va la générer, c'est pas moi qui vais la choisir. Je vais pouvoir l'avoir en entrée de mon paramètre de mon test et dire ici que quelle que soit la quille, j'exprime ma propriété. Donc là, je peux la lancer. Donc là, c'est intégré à mon runner classique. La différence, c'est que cette fois-ci, lui, il va le jouer en... Donc là, on voit que c'est en erreur. Donc là, il a bien vu que je n'avais pas finalement implémenté tous les cas. Ce qu'il a fait, c'est qu'on voit dans les logs, c'est qu'il a essayé avec un exemple. Déjà, il a pris la quille 1, hop, ça marche pas. Donc là, on a vu, il a pris la 1. Après, il aurait pu prendre la 2, la 3. Il a pris celle-là. Donc ici, on voit bien que maintenant, on est un peu limité. Notre technique de code nous montre que finalement, l'implémentation, elle est un peu plus compliquée que ça. Donc je veux dire que juste que si ma taille vaut 1, je retourne la valeur de la première quille, de la seule quille qui est tombée. Ok, et là ça marche. Donc l'avantage d'avoir fait ça, c'est qu'on va pouvoir exprimer un peu mieux dans nos tests, finalement, cette propriété, en disant que tout ça, ça parle un peu de... Au lieu d'utiliser le mot-clé test, on peut utiliser la notation example, qui vient avec le framework aussi, qui ne change pas grand-chose, hein. On dit la même chose, sauf qu'on exprime plus que c'est des exemples de la propriété qui est en dessous. Et si on veut, on peut aussi de regrouper un peu tout ça dans une même ensemble, en disant que ça, c'est le lancer pour une seule quille, et de dire que tout ça, ça parle de la même chose, et de regrouper ça dans un groupe. Et là, on peut lancer. Ça ne change rien, sauf qu'on va avoir plutôt une sémantique liée à notre test, où on a expliqué, voilà, c'était ma première règle métier, j'avais 2 exemples,
et ma propriété associée. Donc maintenant, bah là, j'ai pas le temps pour coder tous les cas, donc on va passer un peu plus loin. Imaginez que je continue à appliquer ce principe-là pour implémenter tout le code. Donc là, j'ai un code qui est finalement tout implémenté maintenant. J'ai fait plein de cas, justement, avec des exemples, des propriétés. Je vais lancer tout ça pour montrer que ça marche. Et à la fin, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui au Molki est toujours valable aussi. C'est que pour gagner au Molki, il faut tomber sur un score de 50 tout pile. Si on dépasse 50, on revient à 25. Donc il y a une propriété qui finalement est vraie et qu'on pourrait dire, c'est que quel que soit ce qui se passe, quel que soit le nombre de lancers, on sera toujours un score entre 0 et 50. Ça, c'est une vérité. Donc peut-être que dans mon code, ça marche déjà, mais peut-être que ça ne marche pas. Au moins, je peux m'assurer que cette vérité, je vais pouvoir l'implémenter. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je vais pouvoir dire que, je vais dire, bah, on peut, pour un nombre de lancers, voilà, je prends un nombre de lancers, ça peut être celui qui va me dire combien de lancers je vais faire, et pour n'importe quel ensemble de qui va tomber. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici, au-dessus, fait un générateur pour exprimer, de pouvoir générer aléatoirement mon objet throw. Pour faire ça, je me suis basé sur les générateurs de base que fournit Gquick. Donc il a des générateurs pour générer des entiers de 1 à 12, et puis générer des listes de ça d'une taille maximum de 1 à 12. Donc bref, j'ai fait tout ce qu'il faut pour pouvoir générer ici un objet lancé. Donc ici, si je fais une nouvelle partie, donc je peux dire ici que si je lance, je ne sais pas, un nombre de fois, pour chacun, je vais juste ajouter le score à ma partie. Et finalement, à la fin, je dois toujours avoir le score de la partie. 0 et 50. Très bien. Donc là, je lance mon test. Tout devrait bien se passer. Et là, on se rend compte que en fait, ça mouline un peu. Parce que, par défaut, bah, ce framework va nous choisir des entiers, mais il est un peu plus malin. Il choisit souvent les entiers qui sont plutôt dans les bornes, les choses qu'on ne teste pas trop. Donc, par exemple, les integer max value ou des grands chiffres. Donc là, vu les boucles que je vais faire, je pense qu'il est ça va être un peu long. Et donc, c'est là que c'est intéressant de pouvoir ici réduire en disant que ici, je ne vais pas non plus dire que fonctionnellement, d'avoir 10 000 lancers de key, c'est pas trop logique. Déjà, si je lance, on va dire 100 fois, c'est pas mal déjà. Donc je vais pouvoir ici dire que ça m'intéresse plus de lancer un maximum de 100 fois. Donc le test va pouvoir ici être plus rapide. Voilà, et donc là ça passe. Donc on voit là, au niveau des essais, il a quand même essayé 1000 fois, mais les générateurs qui ont fait qu'on a généré ici un int a fait que c'est des entiers entre 0 et 100, et on obtient bien le score résultat. Ok. Donc voilà, donc j'espère qu'avec ce petit exemple, j'ai pu en tout cas vous donner quelques aperçus sur le property-based testing. Sur le repo GitHub, il y a les slides, il y a le code, il y a aussi une vidéo en live coding pour revoir un peu ce qui a été fait ici. Et sinon, je vous conseille, si vous voulez encore aller plus loin sur le property-based testing, ou si j'ai un peu mal expliqué les choses, il y a une université d'Evox 2016 où j'ai découvert là-bas le property-based testing par Cyril Martrère et Roméo Moura, qui est très très bien. Ça dure 2h50, mais il donne plein d'exemples concrets dans le domaine métier, qu'est-ce que ça peut représenter le property-based testing, avec du code, des exemples, des explications. Donc là, je vous conseille d'aller voir ce talk. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Première main qui s'est levée. Bonjour. Bonjour. Une simple question, est-ce que chez Lectra, vous avez déjà eu des cas où vous avez eu besoin d'utiliser le property-based testing? Oui, on a eu des cas, en fait, surtout dans des formules mathématiques. On a une spécification qui nous explique par exemple une formule, mais les cas aux limites n'ont pas toujours été vraiment expliqués. Et donc avec le property-based testing, on peut justement montrer le cas qui ne marche pas et poser la question au product owner en disant est-ce que c'est fonctionnellement possible d'avoir ces valeurs-là en entrée de la formule? Il va nous dire oui, non, finalement, les largeurs de tissu, c'est maximum 5 mètres, donc on ne va pas avoir plus que ça. Et donc on a pu comme ça un petit peu mieux anticiper des problèmes qu'on aurait pu avoir que plus tard dans des cas aux limites, quoi.
Bonjour et merci déjà. En parlant de cas aux limites, est-ce que en Java, ils testent aussi tout ce qui est valeur nulle et tout ça dans ces cas de test de properties ou pas? Je pense qu'il faut peut-être lui préciser, parce que souvent tout ce qui est primitif n'est pas nul. Donc les générateurs de base sont integer, c'est des petits int, des petits floats, des petits doubles, donc il n'y aura pas de cas nul. Toi, si tu crées ton propre générateur, tu peux lui dire que tu peux insérer la valeur nulle en disant que c'est possible. Dans ce cas, je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec les générateurs custom pour justement générer des choses. Désolé, je fais courir un peu. Merci, c'était hyper intéressant. Juste une petite question par rapport au côté aléatoire. Ça veut dire que par exemple sur le dernier exemple que tu as donné, c'est-à-dire qu'il va te faire 1000 tirages aléatoires, mais est-ce que ça signifie aussi intrinsèquement qu'il y a des cas qui ne sont pas testés? En fait, le property based testing, c'est un peu bizarre, c'est comme une assurance. C'est qu'on n'est pas garanti que ça sera toujours valable. Donc à chaque fois qu'il lance, il tire au sort. Alors souvent, l'algorithme random est quand même assez intelligent, il va prendre justement les cas les plus représentatifs, les cas aux limites, les cas comme ça qui sont intéressants, mais on a quand même le cas qui peut arriver qu'en lançant 2 fois de suite, une erreur se produit que la deuxième fois. C'est un peu les choses qui peut choquer au début, c'est juste que c'est quand même très très rare, hein. C'est vraiment des choses qui sont vraiment très rares, mais c'est la notion de random, en disant on va tester plein de cas, mais bien sûr pas tous les cas. Pas d'autres questions? Si, là-bas en bas. Comment je code un générateur? En fait, c'est vraiment basé sur le fait d'utiliser les générateurs existants de type primitif pour les combiner, parce que finalement un objet chez toi n'est que souvent combiné de type primitif, et tu combines ces générateurs pour créer le tien, et ça fait ce type-là.